Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le MAG du Media Lab. Aujourd'hui, on va vous emmener du côté de la fac de médecine et également visiter une exposition au niveau de la chapelle universitaire. L'approche par compétences, pour commencer, c'est le sens de Prélude qui est instauré au sein de l'Institut catholique de Lille. Une équipe d'experts internationaux s'est réunie pour questionner le projet en vue de ses développements futurs. Aujourd'hui, on est à l'Institut catholique de Lille pour la journée Prélude, qui est un projet nouveau cursus à l'université que l'ICL déploie. Et aujourd'hui, on propose une série de tables rondes et d'ateliers à nos collègues enseignants et administratifs de l'Institut catholique, mais également de l'Université polytechnique des Hauts-de-France. Cette journée est un moment important qui s'articule sur en fait 3 jours qui nous permet d'accueillir le conseil scientifique du projet Prélude. Ce conseil scientifique vient voir nos avancées, vient nous challenger et puis nous fournit des recommandations. Ce sont des experts en sciences de l'information et de la communication, en pédagogie, qui sont engagés dans des réseaux internationaux comme l'AIPU par exemple, l'Association internationale de pédagogie universitaire. Et ils ont ce regard sur l'approche par compétences, leur permettant au travers de leur connaissance des différents pays, mais également des projets dans lesquels ils interviennent comme consultants, comme intervenants, comme conseils. Ils peuvent nous apporter ce regard pour nous aider à challenger le projet et à le déployer au mieux. Je suis assez impressionnée de voir tout ce qui a déjà été fait et de la conscience aussi de ce qui reste à faire pour atteindre les cibles qu'on va avoir en fin de projet en 2028, en voyant en parallèle que ça s'inscrit avec d'autres projets qui ont été financés dans le cadre du consortium. Et ça permet d'avoir une cohérence à la fois au niveau de la gouvernance, des équipes pédagogiques, puis d'amener les étudiants à atteindre les cibles finalement qu'on pense être intéressantes en 2028 et même en 2030 jusqu'à la fin des projets. Ce que je peux dire, c'est que c'est un projet qui est impressionnant par son ampleur et sa mise en place, parce que rassembler 2 universités sur un projet comme celui-là, ça vaut vraiment la peine. Et donc, ça nous intéresse de voir comment ça fonctionne, mais aussi par là de pouvoir apporter notre expérience. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. On partage une expérience, en fait. Aujourd'hui, je suis sollicité dans le comité scientifique pour poser un regard en matière de stratégie et d'ingénierie de formation dans un établissement d'enseignement supérieur. Et donc, on s'interroge, notamment quand on met en place l'approche par compétences dans un établissement, en quoi ça correspond à un alignement stratégique entre un projet politique d'établissement, les dispositifs qu'on peut mettre en place en matière de formation, d'évaluation et d'accompagnement, et puis les pratiques pédagogiques et évidemment la réception par les étudiants. Je trouve que ce projet Prélude est un projet dont il faut saluer l'initiative, dont il faut saluer à la fois l'envergure, bien sûr les objectifs, mais aussi cette dynamique, c'est-à-dire ce que j'en retiens, c'est une dynamique humaine, c'est-à-dire qui engage tout un ensemble d'acteurs et notamment des étudiants sur certains pans du projet. Et je trouve ça vraiment très très remarquable à nommer, avec également, cette spécificité de marier 2 cultures différentes. À la fois les cultures d'un établissement public et d'un établissement privé, mais qui participe au service public, et comment il y a un co-apprentissage de la part de ces acteurs qui viennent d'horizons différents. Dans un premier temps, c'est complexe, parce que là, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites et il y en a encore beaucoup qui doivent être réalisées. Mais c'est aussi un projet d'ampleur. Et donc ça, c'est impressionnant parce qu'on voit que malgré, on va dire, la complexité, les choses se réalisent et se concrétisent. Et donc, évidemment, on n'est jamais tout à fait au bout, ni on atteint tout à fait tous les objectifs tout de suite, mais l'idée, c'est vraiment d'avancer et d'être concret. Je pense qu'on ne peut pas s'imaginer qu'on va parler d'approche par compétences ou d'accompagnement de projet dans une logique de prêt-à-porter. On est forcément obligé de comprendre les contextes. Il y a évidemment le contexte français, mais il y a aussi le contexte des établissements. Ça s'inscrit dans un territoire. Ici, ça s'inscrit par exemple dans un partenariat privé-public. Ça, c'est un élément important à considérer. On est dans une adaptation systématique de ce qu'on va proposer. On comprend aussi que les collègues avancent pas au même rythme, n'ont pas les mêmes problématiques, vivent pas les mêmes enjeux. Donc on ne peut pas imaginer qu'on va prendre un modèle, le plaquer et faire en sorte qu'on soit dans un prêt-à-porter pour tous. Ce qui est vraiment très riche dans le cadre de ce projet Prélude, c'est qu'il incarne finalement la logique compétence, mobilise à la fois des activités de recherche, de formation et d'innovation. L'Agence nationale de la recherche vient de nous donner son accord pour poursuivre le projet. Donc projet qui va se poursuivre jusque 2028, puisque c'est un projet sur 10 ans. Et donc la prochaine étape, c'est de poursuivre le déploiement de Prélude au sein de nos facultés et écoles, et puis de continuer à sensibiliser nos enseignants et évidemment nos étudiants à cette approche par compétences. Je crois que c'est une excellente démarche de Prélude.
Je vois un grand potentiel et j'espère que ça va se poursuivre parce que c'est vraiment bien engagé. J'ai aimé les échanges et toutes les problématiques qui ont été soulevées par toutes les personnes qui sont intervenues. Et franchement, c'est prometteur. Continuez et surtout n'oubliez pas de penser le projet au-delà de 2028. La faculté de médecine a organisé une semaine événement, l'hôpital des Nounours. Objectif, rassurer les enfants sur le milieu hospitalier. C'est un événement plutôt qui est présent à la fac du coup depuis des années. Et donc c'est une semaine tous les ans où on accueille du coup des enfants pour dédramatiser le milieu hospitalier. Donc les enfants viennent accompagnés de leurs doudous pour les soigner, du coup sur tous les stands qui sont présents ici, animés par les étudiants en santé également. Aujourd'hui c'est un peu spécial parce que c'est les enfants du personnel qui peuvent venir, sinon c'est les écoles qui viennent, donc des écoles dans l'île ou autour de l'île, il y en a certaines qui viennent en bus aussi pour accompagner. On prend contact avec les écoles début septembre pour savoir quelles écoles sont intéressées et on passe dans leurs écoles au préalable pour introduire, on va dire, l'hôpital des Nounours. Et ensuite, ils arrivent sur l'événement déjà sensibilisés. Cet événement, ça allie un peu tout ce qui est enfant, donc ce qui nous tient à cœur, et en même temps nos études. Donc pour le coup, c'est le combo parfait, on va dire. À leur âge, souvent, ils ne sont pas encore été confrontés. Et donc l'objectif, c'est de sensibiliser dès le jeune âge pour que, par exemple, quand ils iront à l'hôpital, ils auront ce souvenir-là, par exemple, s'ils doivent se faire opérer, qu'ils ont déjà opéré leur doudou et qu'ils aient moins peur, par exemple, au bloc opératoire. On a la pharmacie, on a le médecin généraliste qu'on appelle nounoursologue ici, on a le dentiste, on a le kiné, la sage-femme, la radiologie. On a un petit nouveau stand, c'est la dermatologie, on a essayé de le mettre en place cette année. On a les infirmières, avec aussi le stand hygiène des mains. Les chirurgiens, les podologues, l'ophtalmologue et la nutritionniste. Le fait qu'on vienne à l'école avant en blouse, dans leur école, ça permet vraiment qu'ils aient moins peur. Et on commence à parler de leur doudou, s'il leur est arrivé quelque chose, etc. Ils peuvent le dessiner, faire une croix où ils ont mal. Et ensuite, comme ils ont déjà vu notre tête, au final, c'est beaucoup plus simple pour eux de rentrer dans une salle. Mais par exemple, aujourd'hui, c'est les enfants du personnel qui nous ont jamais vus. C'est vrai qu'on a eu un petit pleur ce matin, mais au final, ça s'est bien passé. Écoutez, c'est avec plaisir qu'on fait cet événement et tous les ans, il est fait à la fac, donc c'est un peu une tradition, on va dire. Donc pour le coup, c'est vraiment avec plaisir qu'on fait ça, même si des heures en plus, c'est toujours agréable. Une exposition de peinture a pris place à la chapelle de l'Université catholique de Lille. Le thème, c'est le chemin de croix, rencontre et explication avec son auteur, Gérard Toris. J'ai fait mes études ici à la Cato. Je suis sorti de l'IESEG en 1973. Alors pourquoi on peut peindre un chemin de croix aujourd'hui? Écoutez, principalement parce que c'est un des aspects de la vie chrétienne qu'on a tous tendance à escamoter. Et si je n'en prends qu'un seul exemple sur ce dernier tableau de Jésus au tombeau, on dit dans la Bible qu'il est resté 3 jours et puis nous on compte péniblement 2 nuits. Pourquoi? Bien, je crois que dans nos consciences, on n'a pas trop envie de passer du temps sur ces souffrances du Christ. Or, c'est avec la résurrection le cœur de notre foi. En parcourant toutes les stations, on peut voir qu'au départ, c'est vraiment de la souffrance. Et puis, quand même, quelque part, on se rend compte que le Christ maîtrise chacune de ces étapes, même s'il souffre beaucoup. Et qu'à partir d'un certain moment, en tout cas dans la manière dont je l'ai représenté, on le trouve voulant monter rapidement, alors qu'il est épuisé, vers le sommet du Golgotha pour achever l'œuvre qu'il est venu accomplir. Et la citation biblique que j'utilise, c'est celle d'un psaume qui nous dit « Il me donne l'agilité du chamois ». C'est figuratif, mais on n'est pas dans une lecture frontale et évidente. C'est-à-dire que c'est pas principalement une représentation, on va dire, historique exacte. En fait, on sait que les 14 stations, ce sont des représentations en quelque sorte issues de la piété populaire. Pourquoi 14 et pas 28 ou seulement 7 ?
Bon, moi, je suis resté sur les 14, mais sur chaque station, je fais en quelque sorte des clins d'œil à un autre moment de la Passion. Et puis surtout, à partir dans certaines stations, que ce soit la 5e, la 6e, la 7e, je fais vraiment des références à la situation actuelle de la vie du chrétien et de la vie du christianisme dans le monde. Oui, c'est la nouveauté de cette exposition dans la chapelle ici aux facultés catholiques, c'est que comme je ne peux pas être là tous les jours, on a avec Didier Van Petegem, on a enregistré une petite explication, environ 3 minutes par station, que j'ai. Enfin, c'est un peu ce que je dis à l'oral, même si c'est pas le même exercice, mais enfin, c'est quand même qu'est-ce que j'ai voulu représenter, comment je le représentais, et puis quand même, parce que ça pose beaucoup de questions, quelles sont les références implicites que j'ai utilisées pour construire mon tableau. C'est ouvert à tous les étudiants, le personnel, tous les jours. Et là, le mieux, c'est qu'ils utilisent le QR code et qu'ils me disent après ce qu'ils ont peut-être, s'ils ont envie de me dire ce qu'ils ont pensé de ce qu'ils ont entendu, ou s'il y a des questions qui leur restent. La FLSH, au travers de son laboratoire Muse, en partenariat avec le C3RD et la Fondation Lakato de Lille, proposait de se plonger dans les grands procès. Retour sur cette exposition proposée en salle Berryer. Nous sommes ici en salle Berryer, à l'hôtel académique, où cette très belle exposition qui nous est prêtée par le Musée du Barreau de Paris, du 12 mars jusqu'au 18 mars, ce qui fait qu'elle sera présentée notamment lors des journées portes ouvertes à l'Université catholique de Lille, puis elle sera ensuite visible jusqu'au 28 mars en faculté de droit. Cette exposition, elle nous fascine à plus d'un titre. Déjà parce que la dimension qu'on cherche ici, c'est la dimension pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on peut venir ici en salle Berryer et s'approprier des clichés qu'on voit ici dans cette exposition qui révèlent toute une histoire de procès à travers une image figée. Celle du cliché, qui en fait révèle bien plus que des mots et souvent bien plus qu'une image dynamique. Et puis pour nos collègues qui sont en faculté de droit, évidemment, il y a une lecture de cette évolution, en fait, de cette place de l'image dans les prétoires. Et c'est ça qui nous intéresse aussi comme chercheurs. On a eu un colloque qui s'est tenu le 12 mars, qui traitait des commémorations des 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Et on trouvait assez pertinent de proposer le vernissage le 12 mars ici, parce qu'effectivement, il y a un continuum sur cette place de l'image dans les prétoires, cette place de l'image dans l'histoire, en fait, de crimes graves, de crimes de génocide, de crimes contre l'humanité. Et puis, ce qu'on voit ici dans le cliché d'audience, on voit aussi que parfois, il s'agit de procès où en fait c'est l'image qui révèle tout le sens d'un procès, comme Landru notamment, qui parle à plus d'une personne, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons. Et là on voit Landru qui est figé, alors que c'est quelqu'un qui usait et abusait d'un certain pouvoir. Pour ceux qui se souviennent de l'histoire, on cherchait des corps qu'on n'a jamais retrouvés, et Landru savait qu'il était dans une hyper-exposition dans le prétoire. Il y avait plusieurs écrivains, des journalistes de renom qui allaient également faire les comptes rendus de ce procès-là, et nous on revient à l'image, à ces images-là. Que nous disent-elles? Pour faire le détail et la logique ici qui a été prévue par le commissaire de l'exposition, maître Basile Adair, qui est venu nous présenter cette exposition, eh bien il s'agit de comprendre la chronologie d'un procès, et c'est ça toute la logique de cette exposition. Les réalités que l'on peut voir qui transpirent de ces clichés d'audience, en réalité, elles suivent la logique qu'on a installée ici grâce à mon collègue David Falto, qui est expert ici pour monter notamment ces expositions, qui est artiste plasticien. Eh bien, c'est cette chronologie-là. Donc, on rentre, on commence avec ce procès, on voit un petit peu le tohu-bohu qui existait début XXe siècle, où parfois certains allaient jusqu'à vendre une place, comme on irait aujourd'hui voir un cinéma, une image, on irait voir Anatomie d'une chute, on irait voir le procès Goldman. Or là, c'est à travers ces clichés qu'on voit quelque chose qui colle pas trop à nos réalités là de 2024, et alors on part jusqu'au bout, c'est-à-dire ce moment où après le verdict, après un jugement, on voit notamment maître Gisèle Halimi au procès très emblématique à Bobigny, et on voit cette image de cette femme forte, cette avocate qui a réussi à convaincre. Et donc on va d'un bout à l'autre de l'évolution historique, de ces clichés d'audience, de cette place de l'image, mais aussi de ce que cela révèle.
Pour aller plus loin et pour prolonger en fait la visite de cette exposition, on a aussi la possibilité de se procurer le catalogue de l'exposition intitulé Clichés d'audience. Voilà, il suffit de nous le demander pour le prix de 35 €. Charlie Dilemme, c'est le nom du Serious Game de la FLSH, réalisé en partenariat avec l'université Gustave Eiffel de Paris. Son but, apprendre à réagir en professionnel en situation de crise, un jeu sur la communication. Alors on est à la faculté des lettres et des sciences humaines à l'université catholique de Lille. Et ce soir, c'est le lancement d'un jeu sérieux en ligne qui s'appelle Charlie Dilemme et qui est en fait basé sur des différents scénarios auxquels joueront les étudiants pour se familiariser avec les questions d'éthique professionnelle. Ce projet est venu d'une initiative conjointe. Tous les ans, les étudiants de l'université Gustave Eiffel du master en communication d'influence venaient rencontrer leurs homologues à l'université catholique de Lille. Et dans ce cadre-là, nous faisions une petite expérimentation qui s'appelle la Moral Machine, qui s'inspire du dilemme du tramway. Et on s'est dit, mais ces dilemmes sont intéressants pour réfléchir à l'éthique, mais quand même dans la com, on a d'autres dilemmes qui seraient intéressants d'aborder. Et puis finalement, on a pu bénéficier d'un budget de recherche pour développer l'innovation pédagogique. Et on a décidé de consacrer ce budget de recherche à créer notre propre expérience. Alors, c'est un jeu sérieux. On l'a appelé XP pour point d'XP, puisqu'on gagne de l'expérience. Charlie Dilemme, Charlie parce que c'est un prénom mixte, dynamique, branché, et puis parce que cette Charlie, elle rentre dans la vie professionnelle et elle va rencontrer des situations terribles. On lui a tout fait subir à Charlie Dilemme, voilà. Et elle va devoir les gérer au mieux. Alors le jeu va être principalement adressé aux étudiants de licence et de master a fortiori, mais aussi à toutes les personnes qui sont dans des processus de formation pour un jour devenir professionnel de la communication. L'intérêt pour l'étudiant, c'est qu'au lieu justement de recevoir un cours théorique, ponctué d'exemples, mais qui peuvent paraître un peu abstraits, ici il va lui-même en fait être dans une situation où il va incarner un personnage, il est stagiaire, et puis ensuite il va gravir les échelons et donc passer par différents statuts professionnels, et donc il va pouvoir justement évoluer au fil de sa trajectoire de vie. Alors le travail créatif pour un jeu sérieux sur les dilemmes de l'éthique dans les métiers de la com, ça correspond à nos sujets de recherche. Ça correspond aux sujets de recherche de collègues qui travaillent sur ce qu'on appelle les dark communications. Ça correspond à des situations que nos propres étudiants ont rencontrées et surtout, en tant qu'enseignants-chercheurs, on passe notre vie en entreprise en fait, à discuter avec des professionnels et c'est eux-mêmes qui nous répercutent ces problématiques entrepreneuriales. Ce Serious Game est complètement inédit et on en est vraiment sûr parce qu'on a des partenaires européens qui commencent à s'y intéresser et donc voilà, c'est un peu un scoop, mais on commence à développer la version du Serious Game en anglais. Ça commence tout juste. Le MAC du Media Lab touche bientôt à sa fin. On retrouve tout de suite Nicolas Petit et l'agenda. Bonjour, je suis Nicolas Petit de la communication interne et je vais vous présenter un peu l'agenda du mois et les prochains gros événements à venir sur le périmètre de l'Institut catholique de Lille. Alors tout d'abord, on commence avec le jeudi 4 avril. Donc sur le temps du midi, vous serez invité à venir en chapelle universitaire à l'occasion de la messe de l'Octave. Toujours cette même journée, on aura l'inauguration de la chapelle Saint-Philibert à l'hôpital Saint-Philibert qui se fera lui plutôt en fin de journée. On enchaîne avec le deuxième événement, c'est la nuit du campus créatif, donc qui aura lieu le samedi 6 avril prochain et qui est une soirée qui est ouverte à toutes et tous. C'est une soirée qui est familiale, c'est l'occasion de découvrir vraiment le l'ICL un peu autrement. Il y a eu plus de 800 personnes, en fait 800 étudiants qui ont collaboré à travers les 67 ateliers proposés par le campus créatif. Et donc vous découvrirez la Cato autrement si c'est la première fois pour vous. On enchaîne également donc avec le ciné-débat cocktail qui aura lieu le 8 avril prochain et qui se fera en amphithéâtre de Chardin. Ce sera l'occasion déjà d'assister à la projection du documentaire Des êtres à la cime en présence de l'équipe du film avec laquelle vous pourrez débattre ensuite. Et une fois le débat terminé, vous pourrez sortir et il y aura la location de livres de la Bibliothèque universitaire Vauban sur le thème de la nature. Pendant ce temps, vous aurez également une expo photo proposée par les étudiants et puis un cocktail pour échanger justement avec les équipes et les collègues autour de ce thème qui est très important. On aura également une grosse rencontre, en fait, une conférence un peu témoignage autour de l'engagement au travail et du dialogue intergénérationnel. Et ça se fera avec Hubert de Boisredon et Louise Faure. Donc ça aura lieu le 17 avril prochain de 17h30 à 20h30 en théâtre de Chardin également.
et c'est piloté par les Humanités UCL en partenariat avec la chaire Sciences et Travail de l'ICAM. On termine un peu avec les gros événements du mois et on pense notamment au séminaire recherche qui continue justement sur l'année 23-24. Donc technologie d'influence et vertus politiques, organisé par ETH+, CETIX, ISTC et la FLSH, qui abordera donc l'éthique, le numérique et le politique. Ça, on vous invite à vous inscrire directement sur le site de la recherche et ça aura lieu le 18 avril de 14h à 16h. Et ça se déroulera dans l'amphithéâtre au vice-rectorat recherche, 14 boulevard Vauban. Merci à tous. On se retrouve dans les semaines à venir pour suivre les agendas. En attendant, si vous voulez retrouver toutes ces informations sur nos événements, une seule adresse, vous allez sur yoda-lesfacultés.sharepoint.com. De toute façon, quand vous ouvrez votre fenêtre Google Chrome, normalement, vous ne pouvez pas le louper. Bonne journée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt au Media Lab.